Ouais, enfin, dès que t'es au zoo, là t'appelles un génie et t'auras une manette. Ah, coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 36e épisode de Fasciné. Et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 23 septembre. Au programme d'aujourd'hui, Le Toit du Monde, Les Liaisons Fatales 2 et un frisbee pour ceux qui n'ont pas d'amis. Espelette, Casse-Croûte et Thénardier, bienvenue dans Fasciné. Cette semaine, oubliez tout ce qui est bikini, farniente et sable chaud, puisqu'on s'envole vers le plus haut sommet de la planète, et en plus avec du beau monde. 2 ans après Two Guns avec Mark Wahlberg et Denzel Washington dans les rôles principaux, Balthazar Kormákur revient avec le projet le plus important de sa carrière, composé d'un casting dream teamien, sur lequel nous allons bien sûr revenir. Everest est un biopic anglo-américano-islandais qui flirte avec différents registres du 7e art, tels que le drame ou le film catastrophe. Son budget était estimé à hauteur de 65 millions de dollars, ce qui est très raisonnable pour un blockbuster catastrophe et totalement démesuré pour un huis clos survival. Comme toute adaptation de faits réels l'oblige, le réalisateur s'est montré plus informatif qu'explicatif sur les décisions des personnages. Il était hors de question pour lui de prendre parti ou de justifier les choix des véritables acteurs de cette tragédie. Et c'est tout en son honneur. Côté scénario, eh bien ce ne sera pas la révélation du siècle. Nous sommes donc sur la chaîne de l'Himalaya, entre le Népal et la Chine, et nous suivons 2 expéditions distinctes d'alpinistes prêts à réaliser leurs rêves. Mais à 8800 mètres, autant vous dire que l'oxygène est taquin et que le froid est meurtrier. C'est donc une véritable lutte entre la vie et la mort qui s'engage, avec à la clé l'accomplissement de toute une vie d'entraînement. Alors le point sur lequel je voulais absolument revenir concerne évidemment le casting, puisque Balthazar Kormákur s'est entouré de la crème, de la crème, de la crème. Vous retrouverez donc à l'écran Jake Gyllenhaal qui a percé l'écran dans Prisoners ou encore Prince of Persia, Josh Brolin que vous avez aperçu dans No Country for All Men ou encore le 3e volet des Men in Black, Keira Knightley dans la célèbre trilogie des Pirates des Caraïbes, ou encore Sam Worthington dans la saga des Titans et Avatar. Et sans déconner, j'en passe. Autant vous dire qu'ils ont véritablement mis le paquet sur la qualité du jeu des comédiens, et tout ça pour notre plus grand plaisir. Et donc, eh bien pourquoi Everest ? Eh bien sans aucun doute parce que ce sera certainement le film le plus allaitant et le plus crispant de 2015. Le suspense risque d'être infernal, et ça faisait bien longtemps que le 7e art ne nous avait pas offert un film catastrophe de cette envergure. Et comme très souvent, lorsqu'autant d'acteurs de cet acabit acceptent en cœur un seul et même projet, eh bien on prend pas trop de risques en se laissant tenter. Et moi perso, j'ai hâte de le voir. Et tout de suite, le maintenant si. Saviez-vous qu'Everest est l'adaptation d'un des ouvrages de Jon Krakauer, le même qui avait écrit auparavant Voyage au bout de la solitude, dont Into the Wild est l'adaptation? Ah, vous le saviez pas, hein? Eh bien maintenant si. Et passons tout de suite au numéro 2. Toc toc Néo. T'as plutôt intérêt à foutre le camp. Et plus vite que ça. Image. Présenté lors de la dernière édition du festival américain Sundance, Knock Knock est mise en scène par Eli Roth, un artiste multifacette connu pour avoir réalisé les 2 Hostels, ainsi que pour son rôle de l'ours juif dans Inglourious Basterds. Mais nous allons y revenir. Pour l'occasion, il a d'ailleurs choisi de confier à son épouse à la ville l'un des rôles titres, ce qui permet à cette dernière de partager l'affiche aux côtés de Keanu Reeves, que l'on ne présente bien évidemment plus. Ce film est un remake assumé de The Seducers, sorti en 1977, et c'est d'ailleurs l'une des actrices de cette version qui lui a conseillé de s'y attaquer. Et pour la remercier, il lui a même confié un petit rôle. Pas si diabolique que ça, le garçon. Côté synopsis, nous suivons Evan Weber, un père de famille tout ce qu'il y a de plus heureux, qui se retrouve seul à la maison le temps d'un week-end. Jusqu'à là, pas d'embrouille. Mais un soir, alors que l'orage se met à gronder, 2 charmantes demoiselles d'apparence en détresse viennent frapper à sa porte. Mais d'apparence seulement, puisqu'il va devenir la cible d'un jeu dangereux et macabre qui vont lui faire regretter sa bonté et sa courtoisie. Alors Eli Roth, c'est le réalisateur du registre horrifique qui est parfois considéré comme trop borderline. Il s'est fait connaître il y a une dizaine d'années pour avoir mis en scène Cabin Fever, un petit slasher à faible budget qui lui a permis de rentrer dans les petits papiers d'un certain Quentin Tarantino. Et depuis, ils ont tissé des liens d'amitié et surtout professionnels. Et avec Knock Knock, il essaie de démontrer qu'il n'est pas qu'un cinéaste trash capable de faire jaillir du sang à tout bout de champ, mais qu'il peut aussi jouer sur les peurs plus rationnelles. Et donc, eh bien pourquoi Knock Knock ? Eh bien, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce film, c'est son approche un peu hybride, entre un slasher classique des années 90 qui commence presque à nous manquer, et un funny games de Michael Haneke.
On sent manifestement que ça va très mal se passer pour Keanu Reeves, sauf que nous, on aimerait savoir comment ça va mal se passer. Ce qui me permet de faire la liaison avec True Story que je vous ai présenté la semaine dernière et qui expliquait que les gens sont attirés malgré eux par le morbide. J'espère que la réalisation sera maîtrisée pour nous faire frissonner, mais avec un mec comme Eli Roth, y a pas trop de risques. Et tout de suite, le maintenant si. Saviez-vous qu'Eli Roth a révélé avoir vécu un tournage beaucoup plus difficile pour ce huis clos que pour The Green Inferno, l'un de ses derniers films tournés en extérieur et en Amazonie? Comme quoi, les films ne posent pas toujours les mêmes problèmes. Vous le saviez pas, hein? Eh bien maintenant si. Et passons tout de suite au troisième et dernier film de la semaine. On revient en France pour clore ce podium, et quoi de mieux qu'un best-seller sur grand écran? Mise en scène par François Favra, pour qui c'est la troisième réalisation, Boomerang est donc l'adaptation d'un roman de Tatiana Deronay qui s'est vendu chez nous à plus de 550 000 exemplaires, ce qui est colossal. Pour mener à bien son projet et être sûr d'être concis et efficace, François a dû sectionner une partie de l'intrigue originale, ce qui lui a permis de rester dans le format cinématographique. Le tournage s'est déroulé du 7 mars au 25 avril 2014 entre Paris, Le Gois et l'île de Noirmoutier, où avaient également été tournées Les Vacances du Petit Nicolas quelques mois auparavant. Vous retrouverez quelques grands noms du cinéma français, tels que Mélanie Laurent ou encore Laurent Lafitte de la Comédie Française. Excusez-moi du peu. Côté scénar, nous suivons Antoine et Agathe qui décident de revenir sur les terres de leur enfance, et plus précisément sur l'île de Noirmoutier. Ils y découvriront des secrets enfouis, parfois cachés, qui risquent d'être difficiles à déterrer, d'autant plus que toute la famille est concernée. Une mère disparue, un père silencieux, une sœur préférant faire l'autruche, il va devoir combattre ses propres démons pour découvrir le fin mot de cette histoire. Nous sommes aujourd'hui face au travail d'une grande écrivaine qui connaît déjà un succès retentissant depuis plusieurs années. La consécration de son travail reste la première adaptation d'un de ses romans, et c'était il y a 5 ans avec Elle s'appelait Sarah, dont vous avez certainement dû entendre parler. Et aujourd'hui, les cinéastes et les maisons de production ont plus que confiance en son travail, puisque 3 de ses romans sont actuellement en plein tournage. Comme déjà, c'est pas mal. Et donc, pourquoi Boomerang? Surtout, comment ne pas croire en un film qui a réussi à vendre ses droits dans plus de 27 pays différents? C'est quand même pas peu. Le roman dont est adapté ce film s'est vendu à 450 000 exemplaires aux États-Unis et à 270 000 aux Pays-Bas, pour ne citer que. Il n'y a donc aucun souci à se faire quant à la qualité. Et selon les lecteurs, le suspense serait suffocant et n'aurait rien à envier à ses homologues tels que Dan Brown ou Harlan Coben. Voilà, espérons juste que l'adaptation ne soit pas loupée. Ce serait carrément dommage. Et pour finir ce 36e épisode, le dernier maintenant si. Saviez-vous que Laurent Lafitte et Mélanie Laurent ont la particularité de ne jamais lire les romans desquels ils tournent l'adaptation, puisqu'ils ont peur de ne pas retrouver les passages qu'ils affectionnent dans le livre? Vous ne saviez pas, hein? Maintenant si. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique, j'espère vous avoir donné envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon bisous, 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 portez-vous bien, ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner. Just go ahead.